Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Les vraies voix de la politique sur Sud Radio en ce lundi soir, c'est avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est aux éditions Heredium. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à vous, bienvenue Nicolas. Comme chaque lundi, Frédéric Sinclair est avec nous, politologue, auteur de La refondation de la droite. C'est aux éditions Salvator. Bonsoir Frédéric Sinclair. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le député de Loir-et-Cher, Guillaume Pelletier, rejoint donc Éric Zemmour. Il devient le porte-parole de son parti Reconquête. Guillaume Pelletier exclu dans la foulée des Républicains. Alors, il faut dire qu'à droite, Guillaume Pelletier a beaucoup voyagé. C'est le moins qu'on puisse dire. Des FNJ à Bruno Maigret, puis de Bruno Maigret à Philippe de Villiers, de Philippe de Villiers à Nicolas Sarkozy. Et pour finir donc des Républicains à Éric Zemmour. Guillaume Pelletier rejoint Éric Zemmour. D'autres élus de la droite forte, entre guillemets, vont-ils le suivre? Eh bien, c'est la question que l'on vous pose. Vous votez sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, et puis, évidemment, vous nous appelez pour réagir, pour débattre avec Nicolas Corato, Frédéric Sinclair, 0826 300 300. On vous attend. Tiens, Frédéric Sinclair, est-ce un ralliement important pour le candidat de Reconquête, Guillaume Pelletier? Je dirais que c'est un ralliement symbolique, pas anecdotique. C'est pas, bien évidemment, et tout le monde, pense en conviendra, un ralliement politique de poids, mais il était au bureau des Républicains. Il en a été exclu, il était vice-président, donc il a été exclu suite à un tweet en décembre dernier qui était favorable à Éric Zemmour. Il avait déjà fait polémique. En mai dernier, on se rappelle qu'il avait affiché une communauté de vues avec le maire de Béziers, Robert Ménard. Donc c'est quelqu'un dont les Républicains savaient qu'il avait une fibre. Et puis, comme vous l'avez rappelé, il a un passé d'homme de droite un peu dur, peut-être à part sur les questions économiques. Mais le positionnement était marqué, l'exclusion a été ferme, la ligne sanitaire entre les Républicains et puis Éric Zemmour et Marine Le Pen est une ligne chiracienne habituelle. Donc il y a une personnalité qui avait une envergure au sein des Républicains, sans être quelqu'un de majeur. Il a été exclu pour Éric Zemmour. Pourquoi est-ce que c'est symbolique? Principalement parce que c'est là-dessus qui est basé son schéma de campagne. Je suis le seul qui puisse à la fois allier LR et RN, et donc en ralliant un républicain, le premier, il y en a eu un deuxième aujourd'hui, en ralliant un républicain, eh bien je montre qu'en fait cette alliance s'incarne aussi au niveau du comité décisionnel. Bon. Nicolas Corato. Oui, je partage. Il y a un effet très symbolique pour Éric Zemmour, mais ce qu'il faut regarder également, c'est quel est le sens de ce transfuge pour le premier intéressé, en l'occurrence Guillaume Pelletier. Qu'a-t-il à gagner à aller rejoindre un camp dont aujourd'hui, franchement, la qualification au second tour n'est pas acquise, même si la campagne est loin d'être terminée. On peut se dire, c'est une question de conviction, et c'est tout à fait respectable. Moi, je pense qu'il y a aussi quand même, et on le voit à plusieurs échéances électorales, un petit peu de pari politique derrière tout ça. D'abord, il faut toujours des hommes ou des femmes pour faire le lien entre deux camps. Et ce qui se joue avec le transfuge et le transfert de Guillaume Pelletier au parti Reconquête, c'est peut-être déjà une forme de discussion entre LR et le parti d'Éric Zemmour pour l'entre-deux tours. Si jamais Valérie Pécresse était première, ou en tout cas était qualifiée pour le second tour. Et qu'on voit bien que l'intérêt de Guillaume Pelletier, c'est d'apparaître comme l'homme de ce dialogue, d'une certaine manière, en allant rejoindre, en prenant un risque certes, mais en allant rejoindre le parti d'Éric Zemmour. Qui de mieux, finalement, pour discuter entre les deux tours avec son ancien parti que celui qui a fait partie du bureau national du parti qu'il a quitté. Donc ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, j'engage tous les auditeurs à regarder attentivement ce qui se passera du côté du parti Les Républicains sur les investitures, et notamment sur l'investiture dans la deuxième circonscription du Loir-et-Cher, qui est celle de Guillaume Pelletier. Et peut-être de regarder très attentivement le temps que prendra le parti Les Républicains à investir un candidat dans cette circonscription face à Guillaume Pelletier. Ça en dira beaucoup sur l'état d'esprit des uns et des autres par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, et peut-être
à ce côté un peu jeu de dupes auquel on assiste. Parce que, encore une fois, ceux qui partent d'un camp pour en rejoindre un autre sont les premiers ensuite à offrir leur médiation pour que les deux camps se rallient. Voilà ce que je peux dire de ce sujet. Ouais, alors est-ce que selon vous d'autres, c'est la question qu'on pose à nos auditeurs sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, ils disent non à 62%, est-ce qu'il y a d'autres élus des Républicains, de ce qu'on dit là, de la droite forte qui pourraient ces prochaines semaines rejoindre Éric Zemmour, puisque Guillaume Pelletier a franchi le pas? Tiens, Frédéric Sinclair. Eh bien, écoutez, comme je vous le disais, Sébastien Pilard, donc ex-conseiller régional LR, je crois, des Pays de la Loire, donc c'est pas non plus une figure de premier plan, mais quand même, ce sont des gens qui comptent et qui marquent encore une fois un attachement à LR rompu pour rejoindre Éric Zemmour, qui se fait, comme l'a dit Nicolas Corato, sur la base de la conviction. On va voir ce que ça donnera par la suite, mais qui, bien évidemment, ne saurait être basé que sur cette conviction. Il y a besoin d'ancrer une politique dans le réel, et il va falloir qu'Éric Zemmour, même en cas d'échec en 2022, en avril, prolonge son engagement pour les législatives et déploie un ensemble de candidats sur l'ensemble du territoire et puisse s'ancrer, ce qu'a été incapable de faire durablement Emmanuel Macron. C'est-à-dire quand vraiment on veut relever la France, il faut la relever à tous les niveaux, au niveau local comme au niveau national, et donc il faut qu'il y ait une vraie mécanique partisane. Et ça, ce point-là va être décisif pour les ralliements. C'est-à-dire que quitter LR, c'est quitter aussi l'assurance d'une investiture, et ça veut dire qu'il faut que derrière on ait un vrai parti solide. Il n'y a pas que le pourcentage d'Éric Zemmour dans les sondages qui compte. Il y a aussi son inscription sur le long terme. LR est en train de mourir depuis assez longtemps. Valérie Pécresse donne l'impression qu'elle peut le redresser et puis qu'elle peut rendre à LR une forme de longévité. Beaucoup de gens pensent que ça n'arrivera pas et que si elle n'est pas au second tour, ça sera la mort de LR. Donc il y a chez les élus républicains de cette droite forte une vraie question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors les grandes pointures, je termine, les grandes pointures type Laurent Wauquiez ou Éric Ciotti ne rejoindront probablement pas Éric Zemmour. Mais par contre, sur un niveau intermédiaire, il peut y avoir encore un certain nombre de basculements. Ouais. Tiens, avant d'accueillir Renaud 0826 300 300 qui nous a rejoint, Nicolas Corato, est-ce que le départ de Pelletier pour Zemmour peut convaincre des électeurs LR qui ont des convictions très très à droite finalement de donner leur voix à Éric Zemmour, si jamais en ce moment ils étaient plutôt indécis? Mais je crois que ceux-là, ils sont déjà convaincus, ils ont déjà décidé de voter pour Éric Zemmour. Je pense que c'est pas Guillaume Pelletier qui entre nous. D'accord, il n'y a pas un effet Pelletier, quoi. Ouais. C'est pas vrai. Qui connaît Guillaume Pelletier? Vous voyez, enfin, c'est une personnalité politique de la droite, du parti Les Républicains. Il faut pas non plus surestimer cet événement qui reste quand même du côté de l'anecdote, même si pour Éric Zemmour, c'est la première fois qu'un cadre important du parti Les Républicains le rejoint. Mais je reviens là-dessus. Ce qui est en jeu aujourd'hui avec ce ralliement, c'est effectivement ce qui va se passer entre les deux tours. Et je suis assez d'accord avec Frédéric pour dire que toute la question, c'est de savoir ce que fera Éric Zemmour de cette campagne. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne sera pas au second tour, on verra. Et s'il n'y est pas, est-ce que c'est un pari en un coup, c'est-à-dire j'y vais pour gagner, sinon j'arrête tout, ou est-ce qu'Éric Zemmour aura envie de continuer derrière et de structurer quelque chose? Aujourd'hui, ça nous ne le savons pas. D'ailleurs, il ne s'exprime pas très clairement sur le sujet. En même temps, il est candidat à la présidence, donc il ne va pas nous expliquer qu'il va fonder un parti, mais c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il voudra structurer une offre politique normale et différente, d'une certaine manière, qui lui survive, enfin qui survive à la présidentielle? Alors, Renaud est avec nous. Renaud de Rodez, 0826 300 300. Bonsoir Renaud. Bonsoir Sud Radio. Bonsoir mon cher Renaud. Nicolas Corato, Frédéric Sinclair, je vous appelais de l'Aveyron. Alors, ça vous étonne, tiens, ce départ de Pelletier pour les Républicains, ce ralliement? Absolument pas, clairement pas du tout. Comme je le disais dans la journée à quelqu'un au téléphone... à notre standardiste, Oui, mais pas que. Très honnêtement, ça fait des années, et on l'a vu à l'époque de Nicolas Sarkozy, que les Républicains
mange un petit peu sur pas mal d'idées de la droite très très dure, voire même de l'extrême droite. D'ailleurs, pour souvenir, il y a encore quelques jours, Valérie Pécresse nous a ressorti des vieux tiroirs, la carchérisation. Donc bon, il y a un moment donné aussi, à force d'enquêter chez les autres, c'est pas étonnant que ce genre de choses se produisent. Et à mon avis, je ne pense pas que ce soit le seul. Regardez, il y en a combien qui sont partis des Républicains et qui sont partis à La République En Marche. Donc c'est pas un fait nouveau et moi je pense que ça va continuer. De toute façon, tout ce qui se passe, que ce soit chez les Républicains, que ce soit à La République En Marche, tout ça, à vouloir diviser les Français, parce qu'en fait ils divisent plus les Français que l'a fait Marine Le Pen et son parti pendant des années. Et aujourd'hui émerge clairement un ras-le-bol et des Français et de certains élus et représentants politiques. Ouais. Alors, tiens, Frédéric Sinclair, est-ce que justement ce départ de Guillaume Pelletier, même si on a compris c'est très symbolique et qu'il faut pas non plus en faire un événement, Nicolas Corato a raison, est-ce que ça peut créer la zizanie chez les LR ? Ah, ça a créé la zizanie, oui, parce que c'est jamais bon. C'est-à-dire que ça se voit simplement pas. Mais je crois que Mathieu Bocoté faisait un édito ce matin chez vos confrères d'Europe 1 en ce sens, et il disait que la différence de traitement entre certains qui sont très durs vis-à-vis de Guillaume Pelletier et qui marquent la volonté de l'élection, notamment Valérie Pécresse, qui a parlé du fait qu'il soit retourné ou basculer de l'autre côté du champ de la respectabilité, et Éric Ciotti qui parle de faute et donc qui pour lui se désole du départ de Pelletier, montre qu'en fait il y a dissensus au sein du bureau des Républicains. C'est jamais bon, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous c'est une figure un tout petit peu lointaine, mais pour eux c'est une personnalité qui a siégé à leur côté dans un bureau politique et qui a pris des décisions pour l'avenir du parti pendant assez longtemps. Et donc fondamentalement, je rappelle juste en un mot, entre parenthèses pour nos auditeurs, Guillaume Pelletier, avec Geoffroy Didier, avait fondé sous Nicolas Sarkozy. Geoffroy Didier était conseiller de Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Guillaume Pelletier, lui, s'était uni pour fonder ce parti de la droite forte, en fait, au sein de l'UMP puis de LR. Donc il y a un ancrage de long terme. C'est-à-dire que les Français ne le connaissent pas, mais lui est très connu au sein du parti. Donc il y a aujourd'hui une vraie question. La deuxième question qui se pose, bien évidemment, vous imaginez, c'est mais qui va suivre? Est-ce qu'on va assister à une vraie hémorragie, ou est-ce qu'on va être obligé de colmater? Et vous allez voir que le durcissement sur les questions sécuritaires, parce que là, n'imaginez pas que le déplacement d'Emmanuel Macron à Nice ne sera pas relayé par la droite. Déjà, Éric Ciotti s'est prononcé. Valérie Pécresse va réactiver la machine sécuritaire, parce que le Karcher, c'était la phase 1, il va y avoir une phase 2, et donc fondamentalement il y a aujourd'hui encore une fois une vraie question. Éric Zemmour est toujours au centre de la partie, la droitisation de la campagne n'est pas terminée, et donc au sein de LR on va chercher la parade pour éviter aux élus de quitter le camp républicain, c'est certain. Alors on parle d'Éric Zemmour et vous parliez de son score. Pour l'instant, selon en moyenne les différents sondages et sondeurs, il est à 12,5, 13% à peu près. Alors évidemment, il fera peut-être ce score si il peut se présenter à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, car pour l'instant il lui manque à peu près 180-200 parrainages. J'aimerais qu'on revienne sur cette petite phrase d'Anne Hidalgo qui a beaucoup fait parler aujourd'hui. Éric Zemmour et Marine Le Pen n'ont pas leur parrainage. Ça signifie peut-être qu'ils ne méritent pas la présidentielle. Nicolas Corato, elle est maladroite cette phrase? Elle vous a choqué? Est-ce que vous avez compris la pensée d'Anne Hidalgo? Il faut peut-être la terminer. Elle dit ils n'ont pas su convaincre les maires de leur apporter leur soutien. Oui. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité qu'il faut pas évacuer. Moi, je trouve que cette phrase est. Mais il faut le dire. Enfin, je veux dire, Éric Zemmour n'arrive pas à convaincre les maires. Voilà. Et Marine Le Pen non plus. Mais il n'y a pas que. Jean-Luc Mélenchon a du mal aussi avec les parrainages. Moi, je pense que cette phrase est malgré tout maladroite, parce que elle vient finalement d'une candidate qui est d'un ancien parti hégémonique, d'un camp de la République politique, qui était le camp de la gauche, c'est-à-dire qui encore aujourd'hui possède suffisamment de relais locaux pour obtenir ses parrainages. Cette phrase, elle est maladroite parce qu'y compris pour l'électorat de gauche,
elle signifie quelque chose, c'est une forme de confiscation du débat public et du débat politique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les Français ont envie, ou avaient envie, ou ont envie, d'avoir un débat le plus pluraliste possible et le plus ouvert possible en termes de choix de société par rapport aux 5 années qui viennent, dont on imagine bien qu'elles sont cruciales. Donc, moi, quand je considère une candidate à la présidence de la République, y compris du Parti socialiste, j'imagine que ce pluralisme est au cœur de sa conception politique. Et moi, ce qui m'étonne énormément, c'est de voir le Parti socialiste défendre autant, parfois jusqu'à l'absurdie, les institutions de la Ve République, dont on voit bien quotidiennement qu'elles sont à l'agonie en termes de démocratie, notamment de participation citoyenne. Quand Hidalgo dit ça, c'est comme s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes. Quand Anne Hidalgo dit ça, c'est comme si elle n'avait pas entendu ce qui s'était passé, y compris à gauche, sur la volonté d'une démocratie plus participative. Quand Anne Hidalgo dit ça, c'est que d'une certaine manière, elle considère que la politique est un club réservé à une certaine élite. C'est exactement ce que ne veut plus ni le peuple de gauche, et je pense, sans parler à sa place, parce que je n'oserais pas, ni le peuple de droite. Ouais. Frédéric Sinclair, j'aimerais avoir votre avis avant de faire une courte pause. Vous êtes d'accord avec Nicolas Corato, Éric Zemmour et Marine Le Pen n'ont pas su convaincre les maires de France? Alors, non pas su, assurément. Il y a des maires qu'elles vont pas convaincre, mais la question n'est pas là. Ils n'ont pas pu non plus, pour d'autres raisons qu'on pourrait évoquer, c'est-à-dire que la question de la publicité des parrainages est une question dont on a déjà débattu d'ailleurs, et qui est une vraie question, et qui est en partie responsable de ça, mais il y a, j'allais dire, à plusieurs étages des questions qui se posent. La première, qui me semble pour moi la plus importante, c'est celle de l'électorat global français, de l'ensemble des Français qui votent, 45 millions à peu près d'individus qui entendent une responsable politique qui oscille entre 2 et 3%, disqualifiés, des responsables politiques qui oscillent entre 10 pour Jean-Luc Mélenchon et 18 ou 17% pour Marine Le Pen. C'est ubuesque. Enfin, je veux dire, il faut se mettre à la place des Français qui sont face à ça et qui se disent mais quel mépris. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. On est quand même majoritaire. Jean-Luc Mélenchon 10, Éric Zemmour 13 et mettons Marine Le Pen 17. On est à 30% et il y a 3% une représentante de 3% qui en disqualifie 30. C'est juste impossible. Donc il y a effectivement quelque chose à repenser. Et à la fois dans la façon de présenter des candidats à l'élection présidentielle, mais également dans la campagne simplement d'Anne Hidalgo, qui cherche tout ce qu'elle peut pour essayer de se distinguer, et manifestement à chaque fois elle tombe à côté. Ouais, tiens, très vite, en 20 secondes, Nicolas Corato, il y a un vrai risque qu'Éric Zemmour n'obtienne pas ses parrainages. Parce qu'avec Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, chaque 5 ans, c'est la même histoire. Et au final, ils ont leur parrainage. Les Français ont l'impression que ça va être la même chose pour Éric Zemmour. Il y a effectivement pour Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen eu toujours un petit bluff et qui s'est vite transformé. Moi, pour Éric Zemmour, je suis plus circonspect, mais je n'oserais pas croire qu'Éric Zemmour ne puisse pas participer au débat présidentiel. Et pourtant, rien dans ses idées ne m'agrée. Mais encore une fois, par rapport au pluralisme du débat, je pense que ce serait une erreur gravissime et un signal gravissime qu'on enverrait à la population en ne permettant pas à Éric Zemmour de participer à la... On ne va pas avoir des candidats animalistes, et pour parler dans mon camp, on ne va pas avoir des candidatures telles que Philippe Poutou ou Madame Arthaud et ne pas avoir Éric Zemmour. C'est pas possible. Et si nous n'avons pas Éric Zemmour dans le débat de la présidentielle, ça veut dire qu'il y a quelque chose de, pardonnez-moi, quelque chose de pourri dans le régime républicain français. Merci Renaud qui nous appelait de Rodez au 0826 300 300. Merci d'avoir échangé avec Nicolas Corato et Frédéric Sinclair. On va se retrouver dans quelques minutes. Christiane Taubira qui annonce donc qu'elle se soumettra au résultat de la primaire populaire. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot redisent non à cette primaire, tout comme Anne Hidalgo d'ailleurs, qui ne retirera pas sa candidature. Tiens, qu'en pense Frédéric Sinclair et Nicolas Corato? Qu'en pensez-vous, vous, au 0826 300 300? Appelez-nous, les vraies voix de la politique sur Sud Radio. On vient dans quelques minutes, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi.
Retour des vraies voix de la politique sur Sud Radio avec Nicolas Corato ce soir, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Nous sommes également avec le politologue Frédéric Sinclair. On revient donc sur cette annonce de Christiane Taubira. Elle se soumettra bien aux résultats de la primaire populaire. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ont redit non hier et aujourd'hui à cette primaire. Tout comme Hidalgo d'ailleurs qui a expliqué qu'elle ne retirerait pas sa candidature. Pour Taubira, la primaire populaire est un peu celle de la dernière chance puisqu'elle compte sur une mobilisation massive des citoyens. Elle ne se présentera pas autrement qu'en passant par cette primaire. Nicolas Corato, est-ce que cette primaire populaire pour Christiane Taubira, c'est finalement du taillé sur mesure? Ou on se trompe en disant ça? Oui, je pense qu'on se trompe. C'est une nouveauté pour la gauche qui va faire l'expérience d'une forme de suffrage de ses sympathisants, de ses électeurs, plutôt que de ses appareils, pour déterminer, sans demander l'avis des uns et des autres, d'ailleurs s'ils sont candidats ou pas à cette primaire, quel pourrait être le meilleur candidat pour enrayer le déclin de la gauche et essayer d'exister dans ce débat présidentiel. Je pense que cette primaire populaire, elle arrive au bon moment. Nous avons tous laissé leur chance à tous les candidats des appareils qui se sont prononcés, qui se sont présentés, du Parti socialiste jusqu'à Mélenchon en passant par les écologistes, et manifestement, ça ne prend pas. Et donc, d'une certaine manière, le peuple de gauche cherche une solution. Et la solution, ça va peut-être vous paraître un peu anachronique ou bizarre pour la gauche, mais c'est un peu la solution du plébiscite. Après tout, on fait notre jeu des institutions de 5e République. Eh bien, nous allons voter et nous allons décider, sans demander l'avis de personne, qui pourrait être le meilleur candidat pour la gauche. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Après tout, il nous faut une incarnation, il nous faut un candidat. Eh ben, on va le choisir. Ouais. Et on ne va plus laisser ces partis qui ne représentent plus rien décider quel sera l'avenir de la gauche. Alors qu'est-ce que ça va changer à l'élection présidentielle, si par exemple c'est Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas candidat à cette primaire populaire, enfin si c'est un candidat par exemple qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle qui apparaît comme être plébiscité par la gauche, finalement ça ne veut rien dire cette primaire populaire à part sur le papier et savoir que Philippe, le peuple de gauche, non? Ça ne veut pas rien dire. Il y a 300 000 inscrits sur la primaire populaire. 300 000 non, je suis d'accord, mais je veux dire, si Jean-Luc Mélenchon arrive jusqu'à si le vote de 300 000 personnes, il va quand même se présenter. Si le vote de 300 000 personnes ne dit rien et ne produit aucun effet dans le cerveau de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot ou de Madame Hidalgo, il faut qu'ils aillent faire autre chose que de la politique. Le sujet aujourd'hui, c'est nous allons faire voter par 300 000 personnes, et on l'espère un peu plus, le sujet de l'avenir de la gauche et de la candidature unique à gauche pour les présidentielles. C'est la première fois que le peuple de gauche se prend en main lui-même, parce qu'il a été d'une certaine manière orphelin des appareils, trahi par certains appareils, trahi par certains comportements, trahi par certaines alliances, et qu'aujourd'hui il en a assez d'être minoritaire et qu'il compte bien rejouer dans le débat public. Donc laissons les citoyens de gauche décider qui sera leur candidat. Ouais. Frédéric Sinclair. Bon, moi je suis à l'opposé de Nicolas Corato sur ce sujet-là, pour deux raisons assez simples. La première, c'est que il me semble qu'on ne peut pas faire comme s'il existait un peuple de gauche uni, de la même façon qu'il n'existe pas un peuple de droite uni, et que la Constitution nous dit que les partis concourent à l'expression du suffrage. Donc on ne peut pas faire, à moins d'être complètement macronien, et encore parce qu'il y a un cynisme macronien terrible, mais de faire comme si les partis n'existaient pas. Il y a eu une primaire chez les écolos. Et il y a eu une primaire qui a opposé Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Au second tour, Yannick Jadot est sorti vainqueur. Il me semble que ça doit être entendu. Ensuite, il y a chez Jean-Luc Mélenchon une volonté au sein de la France Insoumise de désigner son propre candidat. Et je ne parle même pas des petits partis, le NPA ou Lutte ouvrière. Il y a simplement au PS quelque chose qui s'est passé de façon mécanique et qui est un petit peu étonnant, c'est que à la déclaration de candidature d'Anne Hidalgo, le PS s'est rangé comme un seul homme sans rien demander à personne derrière Anne Hidalgo, en frustrant à mon avis une partie des électeurs de gauche, et c'est là qu'il y a une vraie question. Pourquoi il n'y a pas eu une primaire au sein du Parti Socialiste? Et à ce moment-là, s'il y avait eu ça, là j'aurais dit effectivement. Alors là, Christiane Taubira, parce qu'à l'époque, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot n'en voulaient pas. Non, Nicolas Corato, il nous reste une petite minute. Oui, peut-être rapidement. Frédéric, d'abord,
Christiane Taubira n'a jamais été membre du Parti socialiste. Donc, elle n'aurait pas pu concourir à une primaire au sein du Parti socialiste. Elle n'en a jamais été membre ni adhérente. Première chose. Deuxièmement, vous semblez nous raconter qu'il serait complètement indigne ou étrange que le peuple de gauche, en dehors des partis, organise une primaire ouverte pour désigner son candidat, quels que soient d'ailleurs les candidats qui se présenteraient ou pas. Je vous rappelle, Frédéric, qu'en 2017, ou voire même en 2016, le peuple de droite, différents, divers, variés, pluriels, a organisé une primaire ouverte. Et organisé une primaire dont est sorti vainqueur M. Fillon. C'est pas le parti des Républicains qui avait désigné via ses militants M. François Fillon, mais bien les électeurs et sympathisants de droite. Ce qui se passe à gauche avec la primaire populaire n'est pas différent. Donc ne feignez pas de découvrir je ne sais quelle anomalie institutionnelle. Elle a déjà eu lieu en dehors des partis pour la droite et pour un candidat qui, si j'ai bien compris, vous agrée plus ou moins. Donc, ce qui se passe à gauche n'a rien d'inédit. Ce qui est inédit à gauche, c'est qu'effectivement, on sorte des combinaisons, on sorte des petits arrangements entre les partis, et puis surtout qu'on constate à gauche, et permettez-moi de vous le dire, que jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à faire la différence sur le terrain de l'opinion et du débat public avec les candidats que nous avions. La gauche, elle a besoin d'être incarnée par des candidats qui montrent le chemin de la victoire politique. Voilà ce que veulent les électeurs de gauche. Ils veulent y croire de nouveau, et c'est pas avec les candidats actuels qu'ils y arriveront. Merci à vous. C'est la fin de ce débat. Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Merci au politologue Frédéric Sinclair. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le Loft Music, Yvan Cugius qui reçoit ce soir les Têtes Raides. À tout de suite avec Yvan.